Bonjour et bienvenue au Musée des Beaux-Arts, virtuellement. Nous sommes très heureuses de vous accueillir ici virtuellement aujourd'hui dans nos galeries. Effectivement, moi je suis très contente d'être là. Honnêtement, je suis contente d'être sortie de ma maison. Mon nom est Morel et je suis interprète animatrice ici au musée. J'ai aussi avec moi sur la caméra, j'ai Mylan qui va nous aider aujourd'hui et vous allez sûrement entendre sa voix pendant la visite. Bonjour. Bonjour tout le monde. Nous sommes prêts à vous montrer quelques œuvres de notre collection du groupe des 7. Donc nous sommes dans les salles d'art canadiens et autochtones du musée et nous sommes là pour célébrer le 100e anniversaire de la première exposition officielle du groupe des 7. Ça avait lieu à Toronto en 1920, en mai, le 7 mai. Donc la semaine prochaine, je pense que c'est jeudi, on peut le célébrer. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va voir quelques œuvres étoiles, chefs-d'œuvre de notre collection, mais c'est juste une petite sélection de notre collection du groupe des 7 qui est assez vaste ici au musée. Je suis devant ou à côté d'une toile, disons, précurseur dans le mouvement du groupe des 7. Ça a été créé en 1913 par M. A.Y. Jackson. Et ça a été un moment où il y avait une direction nouvelle dans les paysages, dans la peinture des paysages ici au Canada. Donc ça représente un écart avec le passé, à rapport au passé dans l'art au Canada, et on va parler un peu plus de ça. Sauf que, au moment où ça a été exposé pour la première fois, ce n'était pas uniformément bien reçu par les critiques, mais les collègues artistes de M. Jackson appréciaient beaucoup ce qu'il essayait de faire avec les changements de style, d'atmosphère, de palette qui sont représentés, et aussi sa façon de travailler. C'est 7 membres qui ont fondé le groupe au début, donc si on peut les tous dire en même temps, c'est Franklin Carmichael, on a aussi A.Y. Jackson, Frank ou Franz Johnston, Arthur Lismer, Lauren Harris, J.H. MacDonald et F.H. Varley. Si j'oublie un, vous pouvez me dire. Pour donner un peu de contexte à ce mouvement, qui a été fondé au début du 20e siècle, j'aimerais aussi vous placer dans la salle ici pour vous montrer les autres œuvres qui sont exposées. Donc, peut-être on va passer au centre de la salle pour regarder le piano. Mylan va me suivre, va faire une danse pour me suivre. Si vous êtes familier ou familière avec nos salles d'art canadiens autochtones, vous connaissez sûrement ce magnifique canot au centre de cette salle à 106. Et il y a plusieurs raisons pour l'avoir ici, mais une des raisons, c'est pour nous rappeler des liens avec les peuples autochtones que nous avons ici au Canada, et en particulier les membres du groupe des 7, vu qu'ils travaillaient dehors, qu'ils sortaient dans le bois, dans les parcs, pour observer la nature, pour peindre leurs sujets. Ils avaient besoin de s'y rendre souvent par canot, et c'est une technologie créée par les peuples autochtones qui était beaucoup utilisée, qui était critique à l'effort de sortir et
plus du rôle des peuples autochtones dans l'histoire du groupe des Sept. Mais il faut aussi mentionner que les peuples autochtones ont un lien avec la Terre qui dure des milliers d'années avant que le groupe des Sept sont arrivés sur la scène artistique. Et il y a une production artistique qui a sûrement une connexion avec la nature qui existe longtemps avant l'arrivée du groupe des Sept. J'aimerais maintenant regarder l'autre côté de la pièce. Donc, juste à chercher l'information. Oui, c'est ça, madame, va vous montrer les sketchs si vous intéressez. Je n'ai pas mentionné que c'est un canot créé par un artiste algonquin. On ne sait pas exactement quand, mais on imagine que c'est probablement vers 1920. Maintenant, si on regarde le mur salon, style salon, derrière nous, on peut trouver plusieurs exemples des genres de toiles, de peinture qui étaient dominants vers la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle au Canada. Vous remarquez sûrement plusieurs portraits, par exemple. Aussi, je pense qu'on a quelques natures mortes ici sur le mur accroché. On a aussi des scènes qui viennent de la vie quotidienne, disons. Ce sont des genres de peinture familiers en Europe, qu'on connaît bien les traditions artistiques en Europe. Et en ce moment, les artistes canadiens étaient beaucoup influencés par les traditions européennes. Ils étaient souvent enseignés dans des écoles en Europe. Et ces codes picturaux, ces paradigmes étaient dominantes à l'époque au Canada. Même qu'on peut voir les paysages, qu'on peut trouver des paysages sur ce mur, sont des paysages qui sont paisibles, tranquilles, doux dans un sens, sont des endroits non menaçants, même s'ils sont des paysages canadiens qui sont représentés. Des fois, on peut trouver des exemples même de l'impressionnisme, mais ils ne sont pas toujours des paysages typiquement canadiens. Et dans ce sens, le groupe des Sept a fait quelque chose de nouveau. On a même des membres du groupe des Sept qui sont représentés sur le mur ici, comme Lord Harris, que Mylène vous montre présentement. Mais, par exemple, c'est un paysage urbain, non pas dans la nature sauvage. Souvent aussi, il y a des personnages, comme elle vous montre, dans ces paysages. Ce sont des paysages peuplés. Maurice, c'est un autre exemple. On retrouve plusieurs paysages un peu pastoraux. Ils ne sont pas dans le bois, ils sont sur les fermes. Donc, si on compare ce mur, qu'est-ce qui se passait au Canada vers la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, et on le compare aux exemples de sur l'autre mur. Madame va vous montrer, et je vous pose la question, qu'est-ce que vous trouvez qui est différente à ce qu'on vient de voir, soit dans le sujet, soit dans le traitement du sujet, l'attitude de l'artiste, le style. Si vous voulez contribuer, n'hésitez pas de
Alors en ce moment, je vous montre les différentes œuvres par les différents membres du groupe de 7. Et si vous remarquez des différences entre les toiles ici sur le mur blanc, juste laissez vos commentaires ci-dessous. Oui, donc, je vais croiser ici vers une de mes toiles préférées de cette salle. C'est pour ça que je l'ai choisie en partie. C'est une toile qui s'appelle Tempête Bégeorgienne par Varley. Et je trouve que c'est un exemple typique peut-être du style groupe des 7 qu'on connaît bien. Et ça nous montre, ça démontre très bien comment le style du groupe des 7, ça représente un changement dans les styles artistiques de l'époque. J'aimerais juste ajouter, M.B. Merisa a remarqué une différence entre le mur salon et le mur blanc, c'est que les toiles sont plus larges. Oui, donc toutes les toiles sur ce mur, c'est vrai, ils sont uniformément larges, c'est sûr. Oui, et en fait, le paysage comme sujet, à cette époque, ce n'était pas considéré comme un grand sujet pour l'art. C'était un des sujets plus bas, considéré comme plus bas. Donc, d'élargir le canevas dans ce sens pour représenter non pas juste un paysage, mais un paysage un peu dur, un peu difficile, un peu menaçant, un peu sauvage, ou assez sauvage. C'était quelque chose de nouveau. Et ce n'était, comme j'ai dit tantôt, c'était pas toujours bien reçu non plus. En plus, vous pouvez remarquer, tout de suite, je pense que la palette est différente. Hein? Donc, des fois, les couleurs, comme sur ce mur, vont être très sombres ou même sourdes, des couleurs sourdes. Et ça ajoute à l'atmosphère. Donc, on n'a plus une atmosphère paisible ou doux. Mais c'est aussi la texture, je trouve, et le mouvement avec l'eau, spécialement comme ici à droite. Exactement. Et l'arbre. Ça, c'est un autre changement, une autre innovation, on pourrait dire, du groupe. Et c'est avec cette toile, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est le mouvement. Parce qu'on peut le remarquer si on est assez proche du canevas, comment la main de l'artiste est bien représentée dans l'image. On a l'air que ça a été fait, peut-être il y a quelques minutes, ça a été terminé, parce qu'on peut encore voir comment l'artiste a travaillé la peinture. On voit un pastel très épais et les coups de pinceau suivent le mouvement, dans ce cas du vent, par exemple, ou des vagues. Et dans ce sens, ça aurait pu être considéré comme la peinture un peu messy, pas très fine, pas organisée, qui ne suivait pas peut-être les règles de naturalisme auxquelles on était habitué à l'époque. C'est une critique qui a été utilisée contre les impressionnistes aussi, on peut se rappeler. Wow. Comme même ici, c'est de l'eau, mais je vois un peu de rouge, bleu foncé, un peu de vert. C'est pas vraiment des couleurs naturelles, mais quand même. Ouais. Maintenant, on n'a pas parlé d'une autre grande différence entre le groupe des 7 et les paysages qu'on vient de voir. Il n'y a personne. Il n'y a personne dans ces paysages, dans ces scènes. Ce sont des paysages isolés. Un peu comme nous. Un peu comme nous. Et c'est normal qu'on se projette dans l'espace, qu'on imagine que peut-être on est l'arbre seul, tout seul dans cet environnement. Encore une fois, ça ajoute à l'atmosphère un peu sombre, un peu mélancolique des fois. Il faut mentionner quand même que si le groupe des 7 nous montrait un environnement, un paysage, un terrain vide de vie, disons,
ce n'était pas vraiment le cas. Ce sont des territoires qui étaient très familiers aux peuples autochtones, qui sont habités depuis des milliers d'années par les peuples autochtones. Je veux juste interrompre, on a deux questions. Alors, Vas-y. Marc nous demande, il n'y a pas habituellement des animaux, n'est-ce pas? Je suis d'accord, oui, exactement. Un peu comme les personnages, c'est très rare. Dans ce que j'ai vu, de toute façon, c'est très rare de voir un animal. J'ai un exemple en tête d'un pochade de Tom Thompson où j'ai trouvé un petit orignal. Je pense que j'ai vu 1 ou 2 oiseaux aussi, mais c'est très rare. Ils ne sont pas vraiment le sujet, sont quelque chose ajouté. Exactement. Ce n'est pas comme un paysage où on décide d'ajouter des animaux pour ajouter à la composition ou à l'histoire qui est racontée de cet espace. Deuxième question, Oui. c'est Nick Cirque 1712. Est-ce que les artistes peignent directement en plein air comme les impressionnistes? Bonne question, excellente question. Et c'est lié au style, aux éléments du style qu'on vient de mentionner, parce que oui, c'est une des autres caractéristiques du groupe, c'est qu'ils sortaient dans le bois, dans la nature, pour observer leur sujet. Et Tom Thompson est très connu pour ça, parce qu'on connaît plusieurs de ces petites pochades où il travaille directement sur le bord du lac, dans la pluie, sous sa tente, pour capturer ce qui était devant lui d'une façon très rapide. C'est aussi pour ça qu'on trouve un style assez mouvementé, non, assez actif. Oui, parce que il fallait capturer ce qu'on voyait dans le moment. Oui. C'est une question excellente. Merci d'avoir posé cette question. Merci. Si vous avez d'autres questions, juste les laisser dans les commentaires. Merci. Je pense On va continuer à la prochaine salle? on va pas à la prochaine salle, mais on va continuer juste au bout. OK, je vais juste Oui, donner vas-y. l'information ici. Alors, Tempête Baie Georgienne, 1921, fait par F.H. Varley. Et voilà, on continue la visite. Maintenant, tu vas me dire si je suis bien placée, Myla. Oui, rapproche-moi un peu. Ça, c'est bien. OK. OK, ça, c'est bon. Super. Donc, je voulais dire qu'on regardera quelque chose de très différent, parce que avec tous les autres points de vue dans l'étoile, nous avions un point de vue de très loin. Hein? Des paysages dans ce sens un peu plus typique, où on a un arrière-plan, un moyen-plan et un avant-plan, un premier plan. Mais ici, le point de vue est extrêmement différent. Nous sommes par terre, nous sommes parmi les plantes qui poussent dans un jardin. Moi, j'ai l'impression que je suis vraiment dans le jardin, comme si moi aussi j'étais comme une fleur ou quelque chose comme ça. Oui, Pas vraiment. nous sommes impliqués. Ouais. Tout de suite, nous sommes impliqués dans la scène. Et c'est très proche, le sujet est très proche de nous. Hein? L'autre chose, c'est que même si c'est la nature, ce n'est pas une nature si sauvage que les autres paysages qu'on vient de voir. Donc, c'est quand même un jardin. Mais c'est un jardin sauvage, c'est le titre de la peinture. Donc, on reste encore avec un peu le chaos, un peu sous les forces de la nature. En fait, c'était trop chaotique pour les critiques, pour la plupart des critiques à l'époque. On a même dit dans une des articles ou des commentaires sur cette peinture quand ça a été exposé, que ça avait l'air d'une grosse salade de tomates. Et ça, c'est des tomates. Ce ne sont pas vraiment des tomates. Peut-être, quand on le regarde pour la première fois, ça a l'air pas organisé dans ce sens.
Mais si on regarde de plus proche, on prend un peu de temps avec, on peut remarquer qu'il y a un sens de rythme dedans et aussi d'harmonie et d'équilibre. Quand tu parles de rythme, qu'est-ce que tu veux dire par rythme? Donc, excellente question, Mylène, merci. Donc, un rythme qu'on peut retrouver, c'est le fait qu'il y a des courbes qui se répètent plusieurs fois dans cette image. Donc, on a le courbe principal qui est très évident ici, du tournesol. Mais si on retrouve d'autres courbes tout autour, oui, l'arbre ici exactement, même avec les arbres derrière, mais toutes sortes de courbes ici dans les autres tournesols et les autres plantes. Même dans les lignes des fleurs, vous pouvez trouver des courbes ici. Donc, c'est un genre de rythme qui se répète, mais il y a aussi l'équilibre, l'harmonie entre les couleurs. On a mentionné déjà les couleurs assez sombres et sourdes de certaines de ces toiles. Mais imaginez-vous que une des choses que les critiques n'aimaient pas du groupe des 7, c'était leur choix de palette. Et ils disaient que les couleurs étaient trop vives, trop éclatantes. Et voici un bon exemple de cette couleur très... je sais pas comment le dire. Trop de couleurs peut-être. Trop de couleurs représentées dans une toile. Je trouve que c'est des couleurs... Moi j'apprécie les couleurs aujourd'hui parce que j'aime beaucoup porter le noir. Alors les couleurs, c'est une bonne façon de changer qu'est-ce que je porte. Mais je pense que pour 1916, quand c'était créé, que c'était peut-être trop vif et un peu trop excitant. Oui. C'est possible? Oui. En particulier pour un sujet comme ça. Parce que c'est un sujet banal. Pourquoi est-ce qu'on l'élève avec toute cette couleur, cette expression? J'aimerais aussi mentionner dans le contexte un peu plus élargi que, en général, le groupe, comme j'ai dit plusieurs fois, n'était pas uniformément bien reçu au début. Il y avait quand même quelques gens qui soutenaient le groupe 17. Et un de ces personnages, c'est Eric Brown, qui était à l'époque un directeur du musée, ici, le musée des Beaux-Arts. Et il avait la vision d'acheter plusieurs de ses œuvres quand il n'était pas considéré comme des œuvres importantes dans les mouvements artistiques au Canada. Et c'est grâce à lui que maintenant, ici, et depuis des décennies, ici au Canada, on a une vaste collection de ces œuvres. OK, je pense qu'on va passer à la prochaine salle. Monsieur Tom Thompson. OK, je veux juste me concentrer ici sur le texte. Juste parce que... J.H. MacDonald, Le Jardin sauvage, 1916. Alors, bonjour, c'est Mylène. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, juste les laisser en dessous ici. On va aussi mettre les vidéos sur notre page Instagram et vous pouvez laisser vos questions et vos commentaires plus tard. Oups, là. Alors, ça dit? Oui. Donc, une toile que plusieurs vont reconnaître, c'est une des toiles probablement les plus connues au Canada. Et j'ai plein de directions. Ça va? Je suis juste en train de dire Morel comment danser. Et ça s'appelle le pain, en français le pain. C'est une toile que M. Tom Thompson a complétée pas très long avant sa mort. Il est mort dans des circonstances mystérieuses sur le lac Canoe. Et c'est quelqu'un qui, à l'époque, il passait beaucoup de temps dans la nature, dans le bois, pour trouver ses sujets, pour trouver l'inspiration. Et cette approche était beaucoup appréciée par ses collègues
qui éventuellement formait le groupe des 7. Sauf que vu qu'il est mort avant la formation du groupe, il ne faisait pas partie. Mais il est souvent considéré comme un membre non officiel du groupe, car il était une influence et une inspiration pour les autres. On a une autre question. Oui. Pourquoi est-ce que cette œuvre est populaire? Ça, c'est une excellente question et franchement, je n'ai pas la réponse. Peut-être quelqu'un d'autre a la réponse. En partant, Tom Thompson est très connu, en partie pour son histoire, son biographie, mais aussi parce qu'il avait une carrière très courte, mais très... il avait eu beaucoup de succès quand même dans cette période. Donc, il est un artiste assez connu. Mais pourquoi cette œuvre? Je suis sûre qu'il y a quelqu'un dans le monde virtuel qui a la réponse. Mais je ne suis pas sûre. Je peux vous dire quand même que c'est un Tom Thompson très typique dans certaines caractéristiques. C'était un artiste commercial, comme plusieurs membres du groupe des 7. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Pour lui, la composition de l'image était très importante. C'était toujours considéré. Et il avait une façon aussi de transformer ce qu'il voyait devant lui en forme stylisée un peu. Donc, il avait une approche assez stylisée des fois. On peut le remarquer vraiment dans le ciel. Oui, quelqu'un vient juste de commenter que c'est le ciel. Oui, donc on sait qu'il y a un dégradé dans un ciel de couleurs. Ce n'est pas formé avec des briques de couleurs, mais Tom Thompson travaille d'une façon moitié abstraite, disons, ici, car il transforme les formes naturelles en formes simplifiées, géométriques. Ça se voit aussi par terre ici. Alors, ça répète avec un motif. C'est un genre de motif qui est répété. Comme un rythme. Un autre rythme. J'aime bien, je veux dire, juste personnellement, j'adore la terre, comment c'est travaillé ici. Juste sa façon d'appliquer la peinture avec ses coups. C'est très rythmique. Encore une fois, on a une atmosphère un peu mélancolique ici. Un arbre tout seul dans l'environnement. Et il faut le mentionner que dans plusieurs sens dont on a déjà parlé, le groupe des 7 se considérait comme un groupe d'artistes modernes. Ils voulaient vraiment amener l'art et la peinture des paysages au Canada dans une direction moderne. Et ça faisait partie de la création d'un nationalisme, d'une identité canadienne. Maintenant, c'est presque un cliché que le groupe des 7 représente notre pays, représente aussi notre esprit aussi ici au Canada. Il faut le dire que principalement c'était un groupe du centre du Canada, de l'Ontario, un peu de Québec, et plus tard, ils invitaient d'autres membres pour un peu élargir le groupe. Mais ça représente un aspect de notre identité ici au Canada, qui est toujours en train de changer. Donc, c'est quelque chose qu'on peut examiner tout le temps. Je pense qu'on va passer juste à la dernière toile. OK. Non, on va passer à... Juste ici. C'est brillant, c'est très jaune. Dirais-tu que le mur, c'est jaune ou orange? Un peu des deux. Un peu des deux. juste une triste. Techniquement,
un autre artiste, qui ne faisait pas partie du groupe des 7, mais j'aimerais noter que tous les membres originaux du groupe étaient des hommes. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des artistes, des femmes qui travaillaient à cette époque dans des styles modernes, qui essaient de pousser l'art et les conventions de l'art, même s'ils étaient intéressés aussi par les paysages. Un exemple, c'est Elizabeth Winwood, qui représentait souvent des paysages dans son travail, en particulier au début de sa carrière. C'était un sculpteur, mais souvent elle utilisait des matériaux plus modernes. Dans ce cas, non, c'est du marbre, mais vous pouvez sûrement remarquer les aspects un peu modernes, ou très modernes de son style. Oui, c'est un bon. Et elle était assez explicite dans son approche, qu'elle était inspirée par la nature, mais elle n'essayait pas d'imiter la nature. C'était une inspiration pour sa sculpture qui était quelque chose de différent, séparé de la nature. Une autre artiste, elle était, en passant, elle était enseignée par des membres du groupe des 7. Et il y a un autre artiste que le monde va savoir, qui est souvent lié avec le groupe des 7, qui est Emily Carr, qui, elle aussi, elle était inspirée par la nature, et elle travaille dans une manière très moderne. Elle était beaucoup influencée par les fauves en France, en partie. Et un peu plus tard, après la formation du groupe des 7, elle a rencontré des membres du groupe, et il y avait des amitiés qui étaient créées, en particulier avec Lauren Harris, et ils correspondaient pendant une longue période de temps avec un genre de respect mutuel pour leur approche artistique. On va terminer dans la prochaine salle. Alors, ça, c'est le bas-relief de Elizabeth Winwood, ici. Juste pour vous laisser savoir, c'est presque la fin de la visite. Il nous reste Lauren Harris. Laissez vos commentaires et questions en bas, ici. C'est la lumière, je trouve. On a l'impression qu'il y a de la musique qui joue. Je ne vais pas parler beaucoup de cette toile parce que on va terminer la visite dans quelques instants. Mais il faut montrer Lauren Harris, je pense, dans une visite du groupe des 7. En partie, j'aime le montrer parce que on a parlé beaucoup déjà de la texture, des gestes de l'artiste, les coups de pinceau qui sont très évidents. Lauren Harris a un style qui est différent, même s'il faisait partie du groupe. Il simplifie les formes encore plus que Tom Thomson et c'est rendu presque abstrait dans ce sens. Il était un des membres du groupe qui trouvait aussi dans la nature un sens, un contenu spirituel. Ce n'était pas le cas pour tous les artistes dans ce groupe, mais pour lui, c'était quelque chose qui était là, qui était représenté dans ces paysages. Et on peut souvent trouver lumière utilisée de cette façon pour représenter peut-être un sens transcendantal, disons. C'est le cas ici. C'est quelqu'un qui avait des croyances spirituelles et éventuellement, son style abstrait est devenu complètement abstrait. Plus tard dans sa carrière,
On ne retrouve plus des arbres ou des roches. C'est juste des formes, des lignes et des couleurs. Alors ça, c'est pas vraiment abstrait, mais c'est la transition vers abstrait. C'est je dirais, un arrêt sur son chemin vers l'abstraction. Oh, on a une question. Oui. Alors, Grant A. Holmes nous demande comment résumer la contribution à l'évolution de l'art canadien. Et je pense qu'on reconnaît Grant Holmes, il vient avec l'école de la Salle ici pour des visites scolaires. Ah, bonjour, Grant. Wow, c'est des questions difficiles pour un samedi. Dans un sens, c'était, comme je disais avant, c'était un mouvement moderniste même. Pour nous, quand on regarde le groupe des 7, ça a l'air un peu ancien temps peut-être. C'est déjà très connu. Ce n'est pas nouveau dans ce sens. Mais à l'époque, les couleurs, les compositions, le choix de sujet, le fait que c'était un paysage canadien qui était représenté et non pas un champ à Provence. Toutes ces choses étaient innovatrices. Donc, ça amenait peut-être là, dans le 20e siècle, dans le modernisme. Ces artistes avaient aussi une approche un peu plus autodidacte que les artistes avant. Donc, ils étaient un peu plus libres à faire ce qu'ils voulaient faire, de travailler de leur façon, leur propre façon, de mettre leur personnalité, leur émotion dans leur travail, d'une façon qui était nouvelle aussi. Il y a aussi des groupes artistiques après le groupe des 7 qui voyaient le groupe des 7 comme un obstacle, quelque chose auquel ils pouvaient pousser ou contredire. Dans un sens, certains des artistes qui travaillent dans l'abstraction plus tard, par exemple. Donc, dans ce sens, ils avaient un rôle quelque chose à bâtir contre. C'est ça, c'était. Ce n'est pas toute une réponse et honnêtement, je suis sûre qu'il y a d'autres gens qui nous écoutent qui ont peut-être des réponses même plus il vient juste de dire, éduquées. Il vient juste de dire, il n'y a pas une bonne réponse, c'est une question qu'on pose aux élèves. Merci. OK. Alors, c'est correct, c'est une question ouverte. Voilà. Donc, je vous remercie de nous joindre ici au musée. C'est un grand plaisir de vous accueillir et je vous invite de poser plus de questions. C'est le moment maintenant, si vous avez encore des questions, de les poser. Sinon, il y a aussi un autre une autre visite virtuelle à 3 heures en anglais, si vous voulez écouter. On verra les mêmes œuvres. Vous pouvez vos questions en français aussi, même que c'est une visite en anglais. OK, je vais juste aller voir le texte ici sur le mur. Ici. Alors, ça, c'est le dernier qu'on vient de recevoir. C'est un peu flou. Voilà. Alors, si vous avez des questions, on a encore quelques minutes. Vous pouvez poser vos questions. On n'a pas vraiment des questions, mais on a beaucoup de merci. Merci à vous.